Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le professeur d'économie Jean-Marc Ganiel. Bonjour. Bonjour. Éditorialiste également sur BFM Business, on le rappelle tous les jours dans la matinale. Vous publiez donc Macron, la valse folle de Jupiter, pourquoi ces erreurs nous mènent dans le mur, aux éditions L'Archipel. On en parle dans quelques instants, juste ce remaniement, là, qui prend son temps, on ne se précipite pas. Le président qui assume, voilà, ne pas confondre vitesse et précipitation. Ça prouve quoi? Ça prouve que ça ne se bouscule pas au portillon là, pour rentrer au gouvernement, où on se dit que finalement, c'est pas le plus important, le casting, si le président ne corrige pas ces erreurs que vous appelez de vos voeux. Oui, je pense qu'il y a deux niveaux. Effectivement, il y a une correction dans la trajectoire, et ça, c'est un peu indépendant des membres du gouvernement. Ça dépend véritablement de l'impulsion imposée par le président de la République. Et puis, ça confirme une chose que je dis dans le livre, c'est qu'il est seul. C'est-à-dire, il n'a pas su fédérer autour de lui de fortes personnalités. Il n'a pas su attirer, recréer un parti véritablement important, structurant dans la vie politique française. On le compare assez souvent à De Gaulle ou à Bonaparte. Or, tous les deux avaient su attirer, en s'appuyant sur les partis anciens, mais avaient su attirer et recréer une structure politique qui les soutenait. Et donc là, il reste seul avec la difficulté à trouver des gens en plus qui soient en conformité avec les intentions et les vues de son Premier ministre. Et donc, il est un peu déporté en plus vers la droite classique, qui était d'ailleurs donnée comme un vainqueur potentiel en janvier 2017 et qui finalement s'est effacé. Bon. Est-ce qu'honnêtement, il n'a pas la dent dure, l'ami Jean-Marc Ganiel? Parce que depuis VGE, depuis Valéry Giscard d'Estaing, on n'a jamais eu un président aussi libéral. Est-ce que, en nous disant, voilà, ces erreurs nous mènent dans le mur, vous abusez pas un petit peu? Parce qu'il a fait des choses, reconnaissez, sur la fiscalité, il a fait des choses. Il a fait des choses, mais ce qui est intéressant, c'est que vous le compariez à VGE, parce que je lui dis, vous allez finir comme VGE, c'est-à-dire vous allez perdre votre prochaine élection, c'est-à-dire vous ne serez pas réélu. Et à mon avis, il a fait de bonnes choses, j'en mettrai trois en avant. La première, c'est incontestablement la réforme de la fiscalité et du capital, c'est-à-dire la suppression de l'ISF, encore que là aussi, on aurait pu aller jusqu'au bout, garder une fiscalité sur le capital immobilier. Ah, le totem, on ne peut pas non plus le sacrifier totalement. Oui, donc cette espèce d'idée, voilà, il y a l'obstacle, on va le franchir, mais on refuse un peu d'aller jusqu'au bout. Et puis le prélèvement forfaitaire unique. La deuxième chose, c'est, et tout le monde le reconnaît, c'est l'impulsion donnée par son ministre de l'Éducation pour renverser un peu la vapeur et pour revenir à une vision un peu plus traditionnelle de l'éducation, mais un peu plus efficace. Et puis la troisième chose qui me paraît assez importante, c'est aussi d'avoir, au travers de... Alors, c'est en cours, on ne sait pas, mais d'avoir, au travers de la réforme des retraites, essayé une bonne fois pour toutes, donc on verra ce que ça donne, de résoudre ce problème. C'est-à-dire que depuis Michel Rocard, qui avait déposé un livre blanc en 91 en disant tous les gouvernements qui vont s'attaquer à ça risquent de sauter, on a eu donc ça, on a eu le rapport Charpin, on a eu, et à chaque fois, chaque gouvernement nous dit cette fois-ci c'est réglé. Cette fois-ci, rassurez-vous. Mais les Français ont compris que c'est pas réglé, qu'à chaque fois on avance par petites touches. Voilà. Et donc là, je pense que il y a une intention en tout cas affichée de vouloir résoudre sans s'attaquer au financement. Sans s'attaquer au problème de financement, de véritablement repenser le système et de lui donner plus de souplesse et plus de liberté, de donner à chacun davantage de possibilités de jouer sur les paramètres du système. Ouais. Pour vous, le président, on l'a compris, je ne sais pas si vous l'avez dit en interview, ou je ne me souviens plus si c'est dans le bouquin, cette idée de cette étiquette de président des riches, il aurait dû tout faire pour essayer de la décoller. Il n'a pas réussi à décoller ce Il n'a pas réussi à la décoller. Je dis, il s'était présenté, il avait construit son programme comme président des ruches. Et il est devenu le président des riches. Président des ruches, c'est-à-dire qu'il avait dit qu'il allait favoriser le retour au travail et qu'il allait favoriser, effectivement, dans son programme, les gens qui travaillent, notamment dans le secteur privé, c'est-à-dire dans un secteur qui est soumis à la concurrence, en particulier à la concurrence internationale. Et il y avait une logique dans l'histoire de la CSG qui consistait à dire les gens qui ne sont pas soumis à concurrence, les gens qui ne risquent pas de perdre leurs revenus, les fonctionnaires, les retraités, je vais leur demander un effort au profit des gens qui, eux, sont soumis à cette alors, concurrence. Vous applaudissez Ça, j'aurais applaudi si ça avait été assumé. Sauf que, effectivement, ça a été fait, hausse de CSG, baisse de cotisation. Oui, sauf qu'en face, on a dit aux retraités, mais rassurez-vous, on va compenser. D'ailleurs, on va supprimer la taxe d'habitation, ce qui fait que finalement, vous n'aurez rien payé. Alors, de deux choses l'une, ou bien on se débrouille pour que les gens n'aient pas à payer quelque chose, et à ce moment-là, c'est peut-être pas la peine d'augmenter la CSG si on doit le leur rendre sous forme de baisse de la taxe d'habitation. On dit, écoutez, on garde la situation telle qu'elle est, ou bien on leur dit, voilà pourquoi j'attends de vous un effort, parce qu'en particulier, les gens du secteur privé vont avoir à eux aussi
aussi un effort à fournir avec la baisse de leurs droits sociaux. Les ordonnances avaient comme volonté, les ordonnances sur le travail, de réduire un certain nombre des droits des travailleurs, des salariés, pour, par la flexibilité acquise, améliorer la situation sur le marché de l'emploi. Les gens qui devaient gagner à la fin, c'était les chômeurs. Avec le discours, il y a des gens qui vont perdre, parce que ça ne peut pas être tout le temps gagnant-gagnant, mais ceux qui vont perdre, je vois là l'ampleur de l'effort que je leur demande. Or ça n'a pas été assumé. Encore une fois, il donne l'impression, parce qu'il a supprimé l'ISF, d'être le président des riches, alors qu'il devrait être le président des riches, c'est-à-dire de la personne qui abaisse durablement le chômage structurel. Ouais. Sachant que pour l'instant, on ne voit pas les résultats, encore une fois. On ne les voit pas. C'est peut-être ça qui est terrible. C'était un petit peu tôt, mais... vous applaudissez le prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus du capital, la quasi-suppression de l'ISF, mais on ne voit pas pour l'instant les résultats. Et vous dites qu'il a fallu aller plus loin à chaque fois. En fait, il n'est pas allé assez loin. L'ISF, il fallait tout supprimer. Les cotisations sociales, il fallait baisser plus fortement sur les salaires plus élevés, c'est ça? Oui, je crois que je cite dans mon livre une citation que j'aime bien, c'est du Saint-Just, donc je ne suis pas forcément un fanatique du personnage, mais dans une de ses déclarations à la Convention, il dit « Les gens qui font les révolutions à moitié creusent leur tombeau ». Et moi, je lui dis, écoutez, les gens qui font les réformes à moitié creusent leur tombeau électoral. Mais on a dit ça de François Hollande, on a dit ça de Nicolas Sarkozy, on a dit ça de tout le monde, finalement. On a dit ça de tout le monde et tout le monde a perdu. C'est-à-dire que, regardez François Hollande, il est arrivé dans une position, sur le plan de l'évolution cyclique, sur le plan de l'évolution conjoncturelle, qui était la plus favorable possible. Et il a été dans l'incapacité de se représenter. Pourquoi? Parce qu'il a bricolé, parce qu'il a joué à la marge, parce qu'il a commencé une politique fiscale qui était confiscatoire et violente, et puis il a essayé de corriger ça avec le pacte de responsabilité. Ce qui était intéressant chez Emmanuel Macron quand il s'est présenté, c'était trois choses. Vous l'avez soutenu, je ne l'ai pas dit, mais vous étiez fan. Il était fan de Macron. J'étais fan de Macron ministre. Parce qu'il disait des choses qui étaient des choses, le statut de la fonction publique est inadéquat, ce n'est pas par les 35 heures qu'on va améliorer la situation de la croissance, c'était l'homme qui avait fait la loi Macron et qui avait assumé en particulier le travail du dimanche et qui avait répondu de façon très brillante aux frondeurs animés par à l'époque Benoît Hamon sur le travail du dimanche. Donc il y avait un projet et il se définissait comme tel. Ce projet s'est défait au profit de ce que j'appelle un programme, c'est-à-dire des petites mesures qu'on additionne, qui ne sont pas très cohérentes et qui répondent à l'humeur du temps. À vous écouter, il bricole lui aussi? Il bricole. Le deuxième élément qui me frappe chez lui, c'est que quand il avait une dimension européenne qui était une dimension incontestable. Or, aussi bien la situation économique que son positionnement sur l'Europe exige et réclame que l'on baisse les dépenses publiques. Et là aussi, mais c'est le seul sujet, finalement, où il ne se passe pas grand-chose aujourd'hui. Le budget 2019, beaucoup de gens disent, voilà, le compte n'y est pas. À la fois, le compte n'y est pas, et c'est le budget de la dernière chance si vraiment on veut s'attaquer à la dépense publique. Mais en même temps, si je ne me trompe pas, elle va augmenter de 20 ou 25 milliards d'euros en 2019, la dépense publique, mais elle va croître moins vite que la croissance en valeur. Donc, si la dépense publique croît moins vite que la croissance en valeur, donc croissance en volume plus inflation, ça réduit le poids de la dépense. Oui, je pense au contrôle, là. Oui, bien sûr. Monsieur le professeur. Oui, évidemment, absolument. Mais c'est pas assez, c'est pas assez. Et je veux dire pourquoi c'est pas assez. Ce que vous proposez, c'est, baisser de 5% le salaire des fonctionnaires, 10 milliards d'euros d'économie, licencier quelqu'un en 48 heures, mais il y aura du monde dans la rue, là. Mais, ça vous a pas échappé, écoutez, oui, on n'arrête pas de dire qu'il y aura du monde dans les rues, et on n'arrête pas de dire, vous savez, les Français, c'est des Gaulois réfractaires, ils ne comprennent rien. Cette espèce de mépris qui consiste à considérer que, de toute façon, il n'y a rien à en tirer de ce pays. Mais si les gens sont persuadés, si nos dirigeants sont persuadés que nous sommes ingouvernables, pourquoi est-ce qu'ils veulent nous gouverner ? Si véritablement il n'y a rien à faire avec nous, pourquoi ils se précipitent pour être élus? Pourquoi, s'ils se précipitent pour être élus uniquement pour aller à Brégançon, ça ne vaut pas le coup? S'ils se précipitent pour être élus, oui, il y a une piscine. S'ils se précipitent pour être élus, pour faire quelque chose avec nous, qu'ils nous fassent confiance, donc qu'ils nous disent la vérité. Et le dernier élément sur lequel je trouve que là aussi on passe, c'est que on voit bien que le cycle économique est défavorable. Ça, c'est hyper. Alors ça c'est génial, c'est hyper intéressant dans votre livre. Mais je vous laisse parler, mais. Oui. En fait, François Hollande, le cycle est monté tout doucement, trop doucement, et c'est finalement à la fin qu'il a connu plus de 2% de croissance. Et le cycle va jouer peut-être contre Emmanuel Macron. À fond. Et finalement, la meilleure année de croissance, ça risque d'être 2017. Il risque de courir après la croissance, et comme il n'aura pas baissé la dépense publique, il n'aura pas de marge de manœuvre pour mettre du carburant. Est-ce que j'ai résumé Absolument. Et la seule façon qu'il aurait eu, c'était d'avoir une croissance de long terme, une croissance potentielle qui s'améliore. Et il en a conscience, puisque son ministre de l'économie, M. Le Maire, en présentant la loi Pacte, nous dit « mais ça va améliorer la croissance potentielle de 1 point ».
on va passer de 1,2% de croissance potentielle à plus de 2%. À horizon 10-15 ans. Oui, oui, à l'horizon de 10-15 ans. C'est à la fois totalement artificiel comme argument, c'est totalement irréfléchi. Quand on prend chaque mesure prise séparément, elles sont intéressantes. Elles sont intéressantes, mais réduire la durée des soldes de 6 semaines à 4 semaines, c'est pas ça qui va améliorer la croissance potentielle. Non, mais sur la participation, c'est du pouvoir d'achat. Les seuils sociaux, combien de fois on en a parlé des seuils qui pénalisent l'embauche, enfin qui fait peur en tout cas à beaucoup de patrons qui se disent si je passe au-delà du seuil de 20 ou de 50, j'ai beaucoup d'obligations en plus. Et donc tous ces éléments qui sont du bricolage, encore une fois, n'amélioreront pas la croissance potentielle et il n'aura plus aucun outil pour répondre à ce retournement conjoncturel. Parce que les planètes ne sont plus alignées, on le voit aujourd'hui, le pétrole, on est à 85 $, le budget est prévu sur 73 $. Oui. Le pétrole à 85, on est largement au-dessus, personne ne sait s'il va y rester. Les taux d'intérêt, ça monte aux États-Unis, ça ne monte pas en zone euro, mais sur 2019, ça peut bouger. Hein. Oui, mais vous avez quand même une inertie cyclique quand vous regardez. Alors, on peut interpréter le cycle en disant, mais vous savez, 2008-2009, c'était Lehman Brothers, mais c'était aussi une dimension qui était un épuisement de la croissance par épuisement de la dynamique d'investissement. Vous avez eu la même chose en 93. Souvenez-vous, quand Clinton se lance dans la campagne électorale au moment des primaires en 92, tout le monde lui dit, tu n'as aucune chance. En plus, il a déjà des phrases qui déconsidèrent sa candidature. Il dit, je vais gagner parce que le cycle économique va jouer contre Bush. Et c'est là qu'il a cette célèbre formule, l'économie stupide. C'est-à-dire que l'économie, par la dynamique cyclique, va jouer contre Bush, et l'économie, par la dynamique cyclique, va jouer contre Macron. Il aurait donc fallu qu'il se prépare à affronter ce retournement conjoncturel. Il y avait vraiment urgence, parce que vous écoutez l'alpha et l'oméga, ce que dit Jean-Pierre Levade aussi d'ailleurs, c'est que si on veut s'attaquer à la compétitivité de la France, de la maison France, il faut, pour pas baisser les impôts à la production, il faut comprendre qu'il y a 70 milliards d'euros d'impôts avant que les entreprises aient gagné le moindre bénéfice. Pour ça, si on ne donne pas des marges de manœuvre, si on ne réduit pas effectivement le poids de la dépense publique, qui est la plus élevée en France, on n'a pas de marge de manœuvre, s'il n'y a plus de cycle, pour pouvoir aider les boîtes à être plus compétitives. Mais en même temps, donc, il y a urgence si on veut vraiment les aider. Et en même temps, quand on voit l'État français qui s'endette à moins de 1% à 10 ans, on se dit mettre les finances publiques au carré, c'est pas urgent. Et les Français, vous à moi, je pense qu'ils s'en foutent un peu. Oui, mais savoir si le déficit français est à 1% ou à 3%, je pense qu'ils s'en foutent un peu. Oui, ils s'en foutent un peu. De temps en temps, quand même, ils ont des angoisses quand on leur dit ça y est, la dette publique atteint 100%. Quand vous regardez dans les sondages, il y a quand même à ce moment-là une sorte La priorité, il y a un sondage qui a été fait, la baisse des impôts. La baisse des impôts. Baisse des impôts, baisse du chômage. Oui, baisse des impôts, baisse du chômage. Sauf qu'ils voient pas et ils sont inquiets de la dette. Donc, si vous baissez les impôts et si vous voulez plus de dette, il faut baisser la dépense. Et je crois en plus que la méthode que l'on met souvent en avant, vous savez, on oppose le sécateur au rabot. Le rabot, on met tout le monde à la toise, on baisse les dépenses de tout le monde. Le sécateur, on fait du sur-mesure. On fait du sur-mesure. Je crois que c'est ni l'un ni l'autre qu'il faut faire. Il faut dire, écoutez, l'État, il y a des choses qu'il n'a plus avoir dans sa mission. Allez. Et donc, je prends assez souvent l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, dans la plupart des pays qui sont les plus dynamiques, je pense aux États-Unis, je pense au Royaume-Uni, dans les pays qui sont les mieux classés dans le classement de Shanghai, ce sont des systèmes d'enseignement supérieur privés. Vous savez ce que vos contenteurs vont vous opposer? Oui. Le prix de la scolarité. Et justement, aux États-Unis, les mecs qui s'endettent, les étudiants qui s'endettent comme des fous pour avoir un diplôme. Et justement, le rôle de l'État. Le rôle de l'État démarre dans la vie avec moins 50 000 ou 100 000 $ à rembourser. Oui, mais la réponse à ça, c'est que le rôle de l'État n'est pas d'entretenir la rente publique des enseignants. Le rôle de l'État, c'est de permettre aux plus défavorisés d'accéder à l'enseignement supérieur. Et donc, il faut centrer la dépense publique sur les bourses, sur l'éducation. Sur ceux qui en ont vraiment besoin. Sur ceux qui en ont vraiment besoin. Et non pas entretenir, encore une fois, une rente publique qui, en plus, ne satisfait pas vraiment les enseignants en tant que tels, puisqu'on ne trouve plus d'enseignants pour les mathématiques ou la physique au niveau des lycées. Alors, il y a évidemment ce titre, Macron, la valse folle de Jupiter, mais derrière, en dessous, il y a « Pourquoi ces erreurs nous mènent dans le mur ?» Vous y allez vachement fort, c'est pour rendre des bouquins, il est malin, Jean-Marc Daniel, mais c'est Jean-Pierre Levade qui me disait, je ne sais pas, il y a 10 ou 15 jours sur ce plateau, il me disait, ancien patron du Crédit Lyonnais, qui lui aussi a soutenu au tout début le candidat Macron, la France de 2022 sera au final avec Macron très proche de celle de 2017, avec tous ces mots MAUX. C'est peut-être plus vrai que... En quoi est-ce qu'ils nous mènent dans le mur? Ils nous mènent dans le mur parce que les gens en 2017 ont voté contre les sortants. C'est-à-dire, je suis assez d'accord avec Jean-Pierre Levade, il ne se sera pas passé grand-chose, si ce n'est que la dette aura continué à s'accroître, que le niveau de chômage se sera de nouveau accru à cause du retournement conjoncturel. Qui est pour 2020-2021, oui, c'est ça, absolument. Et que cette lassitude générale de la population ne va pas conduire, je pense, à l'élection ni de Mélenchon ni de Marine Le Pen, ne serait-ce que parce que ni l'un ni l'autre ne veulent exercer le pouvoir, mais va de nouveau faire émerger quelqu'un dont on... donc il creuse sa propre tombe, mais en quoi ça mène la France
France dans le mur? Mais parce que la France a besoin d'être gouvernée, encore une fois, et elle a besoin d'être gouvernée de façon relativement On continue. dit qu'il est autoritaire, que... Oui, mais ça ne sert à rien d'être autoritaire si on s'occupe de choses qui ne relèvent pas de vous et si on ne résout pas les vrais problèmes. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il résolve les problèmes, c'est-à-dire qu'il baisse la dépense publique, qu'il réponde à nos problèmes, par exemple, sur les entreprises. On parlait des impôts de production et tout ça. L'OCDE a recensé que les entreprises devaient 233 versements à une entité publique ou parapublique dans l'année. Une entreprise est obligée de payer chaque jour pratiquement, un impôt à quelqu'un, un impôt, une taxe, une cotisation à quelqu'un qui... Et la loi Pacte ne s'attaque pas à ça. Hein. La loi Pacte ne s'attaque pas à ça. Et devant ce constat, quelle a été la réaction des pouvoirs? C'est de dire, écoutez, c'est effectivement inextricable, donc on va vous donner le droit de vous tromper. On va voter le droit à l'erreur. Au lieu de simplifier, c'est un pis-aller. Alors que ce que j'attendais de ce gouvernement, c'est de dire, écoutez, c'est devenu monstrueux, on pose le sac et on remet tout à plat. Bon. Ok, et il faut le lire ce livre, vraiment. En plus, il n'est pas long, c'est quoi? Je sais pas, je me souviens plus, ouais, c'est 150 pages. Ça se lit très vite, très bien. C'est signé Jean-Marc Daniel, le professeur d'économie qu'on voit tous les matins sur BFM Business. Macron, la valse folle de Jupiter, aux éditions L'Archipel. Merci Jean-Marc, à bientôt. À bientôt. Bye.